Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et demi et d'un petit garçon de 2 ans, né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Merci Anan de m'accueillir chez toi pour enregistrement de cet épisode. Donc je suis contente, on va pouvoir partager et retracer un peu ton histoire de maman et d'entrepreneuse du coup, parce que tu mènes 40 000 projets différents, dont le petit dernier aussi qu'on va étayer. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter pour celles qui ne te connaissent pas? Ok, merci à toi du coup pour ce moment de rétrospection. Moi c'est Anan, je suis maman de 3 enfants et je vais souffler cette année ma 40e bougie, wow. Même si souvent on me dit que ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est vrai, je confirme, tu vois. Donc cette année c'est ma 40e. Du coup je suis installée en Dordogne depuis à peu près 11 ans. J'étais expatriée pendant quelques années à l'étranger où j'ai travaillé en tant qu'hôtesse de l'air. Okay. Très belle expérience. Et puis, j'ai moi-même une expérience dans le tourisme en tant qu'agent de voyage pendant quelques années puisque je suis originaire de la ville de Nice. D'accord, je vais découvrir plein de choses. Voilà. Je sens cet épisode riche. J'ai déjà appris plein de choses. Je suis originaire du coup de la RPI niçois où j'ai grandi du coup jusqu'à 23 ans. Et puis après, je me suis expatriée pendant 4 années. Et puis après, je suis rentrée avec un Kinder Surprise puisque je suis rentrée enceinte de ma première. D'accord. Et puis du coup, mon ex-époux, lui, vivait en Dordogne. Donc, je suis venue m'installer ici, du coup, par volonté de le suivre puisque de toute façon, pour lui, il n'y avait pas d'autre solution. Ouais. Et puis j'y suis maintenant depuis bientôt 11 ans, voire 12 ans. Bientôt cette année, ce sera la 12e année. Ok. Voilà, je suis... Ça te plaît la Dordogne ? Ouais, la Dordogne, j'adore. Très honnêtement, souvent on me dit « Mais qu'est-ce que t'es venue faire dans ce trou ?» Quand j'ai mes amis tout le monde me demande ça. Hein. Voilà, quand j'ai dit Périgueux, Boulazac, on me dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire dans ce trou ?» Après Doha, parce que du coup j'étais hôtesse de l'air au Qatar. Okay. Après Doha et puis Nice surtout, en réalité, je pense que j'aurais pas pu... trouver mieux entre guillemets par rapport à ce que je connais, hein, bien évidemment, parce que j'ai pas vécu partout, mais par rapport à ce que je connais, j'aurais pas pu trouver mieux pour élever ses enfants. Très honnêtement, c'est une région qui est très riche en activités culturelles, en activités nature. Vraiment, visuellement, c'est très réjouissant, malgré la météo, mais ça, on va faire abstraction. Ça dépend des moments, la météo. Voilà, ça dépend des moments, mais bon, il faut dire que voilà, la pluie, on en a quand même pas mal eu ces dernières années. Oui. Mais au-delà de ça, vraiment, je trouve que c'est une région très, très agréable pour élever ses enfants. Voilà, beaucoup d'associations, beaucoup de matières, vraiment, pour faire des activités. Moi, très honnêtement, ne serait-ce que les vaches sur les plateaux quand on passe en voiture, c'est déjà suffisant. Chose que dans l'arrière-pays, même niçois, même si c'est un petit peu d'agriculture, on voit pas ça tout le temps. Il faut vraiment monter très haut pour pouvoir voir des animaux. Ouais. Et ici, c'est très agréable. Voilà, oui, c'est sûr qu'on est entouré un peu de nature un peu partout quand même. Exactement. Dès que tu t'excentres un peu de Périgueux, complètement, la ville même. Complètement. Oui, d'ici Boulazac, Saint-Laurent-sur-Manoir, c'est vraiment des endroits très verts et c'est très agréable. Et puis au-delà de mes différents dépaysements, puisque j'avais la mer, la montagne, puis ensuite j'avais le désert, et puis là j'ai les plaines. Tu passes à perte de vue. Je pense. Mais c'est hyper agréable parce que vraiment quand on prend la route, tu sais, pour s'excentrer un petit peu, on a vraiment ces vastes plaines, c'est des champs de tournesol, c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc oui, la Dordogne, ça me plaît. Voilà, et puis effectivement, mon arrivée ici à Périgueux, j'ai eu plusieurs activités entre guillemets, puisque j'ai toujours cherché à me former, mais le plus intéressant, c'est que je suis toujours restée autour des familles.
notamment dans la périnatalité, la parentalité et la santé naturelle. Et comment t'en es arrivée du coup à ce parcours-là en venant du métier d'hôtesse de l'air? Oui, parce que j'avais aucune notion clairement des bébés, les couches, l'allaitement, etc. C'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout, dont je n'avais pas conscience. Pourtant, j'avais une sœur qui avait déjà un enfant, mais vraiment pour moi, c'était logique et tracé. Tu sais, c'était le fameux accouchement. Biberon, suivi de crèche, suivi d'école, enfin, tu vois, un peu ce que sociétalement j'avais comme référence à l'époque. Et puis, quand je suis tombée enceinte et que je suis rentrée, déjà, je savais que j'allais plus bosser puisque du coup, j'étais enceinte. Donc, me suis installée en Dordogne et puis, je sais pas, bizarrement, il y a eu toute une mouvance qui s'est mise à s'installer autour de moi. Et en réalité, je la comprends aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je ne le savais pas, mais c'est simplement que je me référais au récit d'accouchement et de naissance et de grossesse de ma tribu, entre guillemets, à savoir les femmes de ma lignée. Et moi, déjà, ma maman, à l'époque, m'avait donné naissance à la maison. Alors, c'est pas le choix que j'ai fait pour la première, j'étais pas si warrior que ça. Mais tu vois, c'était des choses qui étaient possibles, quand bien même dans la société, on me disait que j'avais un chemin tout tracé. Tu commençais à avoir je commençais à avoir un éveil, voilà. Je commençais à avoir un éveil. Tu tombais enceinte, etc. Et puis tu sais, quand on tombe enceinte en tant que femme, on a toujours envie de demander aux femmes, alors dis-moi comment ça se passe, etc. Et puis moi, j'avais les femmes de ma famille à qui je posais des questions. Et c'est vrai que j'ai eu un petit éveil un petit peu différent que la normale, à m'éveiller à l'allaitement, à l'hygiène naturelle infantile, à la DME, enfin tout ça qui arrive. Et en réalité, tu vois, c'est un océan de connaissances sans fin, parce que dès que tu te dis simplement, tiens, je vais allaiter mon enfant, tu vois qu'il y a pas mal de choses qui suivent. Et du coup, j'ai plongé dans ce vaste océan. Et puis, j'ai découvert tout un tas de choses, et notamment la naturopathie, et puis souvent les problèmes de santé qui sont liés justement à des déséquilibres au niveau de l'hygiène de vie. Donc, je m'y suis formée. Je me suis formée aussi à la ventousothérapie, qui était pour moi une pratique assez intéressante dans la stimulation des énergies. Et puis ensuite, de l'un à l'autre, tu sais comment c'est les formations, t'en fais une, puis du coup il y en a une autre qui vient complémenter la première. Rappeler, hop, tu dis, tiens, ça serait intéressant de pousser sur tel sujet. Exactement, donc c'est ce que j'ai fait. À chaque fois qu'il y avait un sujet qui m'intéressait, j'y allais pas du tout avec le dos de la cuillère, justement. Enfin, j'y allais vraiment à fond. Et puis, en parallèlement, forcément, qui dit parcours de maternage proximal, dit on continue, donc un petit peu plus. Et ma grande, elle avait, lors de sa naissance, donc du coup qui est née à l'hôpital de Périgueux, elle avait une petite infection nosocomiale, mais qui nous a valu presque 10 jours d'hospitalisation. Et c'était autant terrible pour moi que ça l'a été pour elle, parce que du coup elle était branchée à des machines. Alors voilà, premier jour de vie, branchée à des machines. Le lit, même si c'était une chambre kangourou qui était super, il fallait du coup avoir le bébé dans son propre lit. Les machines s'affolaient toutes les 5 minutes. Enfin bref, même si c'était pas grand-chose. Mais du coup, les prises de sang sur la main, puis ensuite sur le pied, puis ensuite dans la tête, les cathéters qui tenaient pas. Enfin, ça a été quand même assez compliqué pour elle. Et du coup, je me suis retrouvée avec un bébé, ce qu'on appelle un fameux baby, tu sais, le bébé aux besoins intenses. Donc un enfant qui était accroché à moi H24, avec 0 relais autour. Puisque papa travaillait, puis moi j'étais seule au monde, puisque j'ai pas ma famille ici. Et je pense que le bébé aux besoins intenses est aussi né de ça, du fait qu'il y avait pas vraiment tout un village autour de moi pour faire en sorte que l'enfant se sente à l'aise. Moi j'étais sa figure d'attachement, et puis avec moi quoi, et papa en relais quand c'était possible. Mais finalement, du coup, quand tu as un enfant déjà qui est hyper accroché comme ça, et qui en plus, comment dirais-je, ne va pas forcément vers l'autre, clairement tu te sens pas de le mettre à la crèche déjà pour commencer. Oui, c'est un peu le cercle vicieux de toute façon. Voilà, exactement. Donc crèche, qui dit crèche, dit tu le gardes encore un petit peu. Donc l'enfant, forcément, puis il est dans sa zone de confort, très honnêtement. C'est tout à fait ce dont ils ont besoin, quoi qu'il en soit. Et puis moi, je bossais pas non plus, donc on continue. Et puis vient l'école à la maison. Donc je commence l'école à la maison avec ma grande, qui n'était pas obligatoire, puisqu'à l'époque, l'école était obligatoire qu'à partir de 6 ans. Donc, on se lance dans l'école à la maison de façon très ludique, avec pas mal d'activités de type Montessori, etc. On fait beaucoup d'activités en extérieur.
on croise du coup la route de Chrysalide, l'association à l'époque qui ouvrait ses portes et qui proposait plein d'ateliers d'éveil ludique et pédagogique. Donc du coup, on fait tout ça et puis ça se passe bien. Et puis après, je retombe enceinte. Donc du coup, deuxième bébé qui arrive. Et du coup, on se dit, puisque de toute façon, je vais devoir garder le deuxième, autant garder la première aussi. Et puis on continue. Ouais. Voilà, donc ça se finit avec 8 belles années d'école à la maison pour mes 3 réunis. Et puis, du coup, l'arrivée de ce dernier enfant qui, lui, malheureusement, naît avec une pathologie de polyallergie sévère et qu'il va falloir s'en occuper aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de dire, mon dernier, il a un peu ponctué tout ça parce que clairement, toutes les formations que j'ai faites avant, elles m'ont aidé à prendre soin de lui. C'est presque comme si je me formais avant, tu vois, pour pouvoir accuser le coup, quoi. Mais ouais, des belles années, franchement, des belles découvertes, voilà, beaucoup de connaissances emmagasinées. Et puis finalement, ce qui sort de tout ça, c'est cette envie, tu vois, d'être auprès des familles, un peu comme, tu sais, bizarrement, moi, j'avais pas la mienne, tu vois, pour être auprès de moi, mais j'avais cette volonté d'être auprès des familles, que ce soit des familles qui étaient en construction, tu vois, des femmes qui vivaient dans l'infertilité, ou alors des femmes qui vivaient la PMA, ou alors d'autres qui avaient simplement des troubles de type SOPK, etc. Donc, je me suis spécialisée dans la naturopathie au féminin. Et puis, j'ai continué mon petit bout de chemin auprès des familles dans la naturopathie infantile et puis périnatale. Ok. Du coup, voilà. Tu commençais à exercer un peu, toi, un métier en parallèle d'élever tes enfants ? Tout à fait. J'ai ouvert mon entreprise en 2019, sauf que très compliqué, parce que qui dit entreprise dit beaucoup de temps à dégager, dit des soins en présentiel. Donc, j'ai réussi à faire... j'avais fait beaucoup d'accompagnement, de coaching au début. Tu sais, quand on se lance, on fait tous, on teste un peu la méthode. Donc, j'ai fait énormément d'accompagnement de groupes collectifs gratuits. C'était vraiment super parce que du coup, ça m'a permis vraiment de pratiquer et de découvrir que vraiment la naturopathie infantile, la naturopathie familiale, en tout cas, notamment à travers l'alimentation, a aidé énormément. Donc ça m'a conforté dans mon idée. Et puis après, j'ai eu juste septembre 2019 et puis bébé 3 s'est implanté juste après, quoi. Donc, puisqu'il est né en septembre, oui, donc je suis tombée enceinte en décembre. Voilà, donc c'était très rapide. D'ailleurs, je n'y croyais pas, puisque je fais... alors moi, j'ai une particularité quand je tombe enceinte. D'ailleurs, ça arrive à beaucoup de femmes. Je suis constipée, mais vraiment comme jamais. Et là, je suis constipée comme jamais, mais je suis certaine de ne pas être enceinte. Ok. Voilà. Non, je ne verrai pas l'évidence. Voilà, ce n'est pas ça. Donc, à l'époque, je me rappelle, je faisais un peu de sport et j'avais peur. Je me suis dit, on ne sait jamais, tu vois, vérifier. Donc, premier test de grossesse, négatif. Je dis, bon, tout va bien. Là, je vois que toujours pas. Et puis, en plus, j'avais même pas eu mes règles parce que j'étais toujours dans l'allaitement de ma deuxième, donc pas de retour de couche. Là, je dis, non, quand même, c'est bizarre. Allez, on refait un test de grossesse. Négatif à nouveau. Je dis, bon, tout va bien. Tout va bien. Et là, je vois que toujours rien, mais que tu vois, je commence à avoir des petites sensations de bulles dans le bas du ventre, voilà. Et là, je vais faire une analyse de sang et puis on me dit, vous êtes bien enceinte en plus. Donc, d'accord. C'est fou, là, que les tests, ils aient pas décelé. Voilà, les 2 tests étaient négatifs. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et je pense que vraiment, je voulais pas voir l'évidence parce que j'étais vraiment en pleine dans la création de mon entreprise. Et tu vois, j'avais vraiment envie d'aller au bout de tout ça. C'était pas compatible dans ta tête aussi, complètement pas, tu vois. Et je me disais non. Puis c'était pas un projet bébé, tu vois. Voilà, ça arrivait comme ça. Puis je me suis dit non, c'est pas possible. Comment je vais faire maintenant que j'ai lancé tout ça donc déjà, je savais que j'avais réussi à trouver à peu près un rythme normal avec mes 2 filles, sachant que ma deuxième était vraiment adorable. Pas que ma première était horrible, mais en termes d'énergie, la deuxième était juste incroyable. Elle était calme, c'était fluide. Dès que tu pouvais l'emporter n'importe où, elle s'endormait partout. Elle était hyper facile, en tout cas, à gérer dans un quotidien. Donc, je me suis dit, bon, ça va, j'arrive à gérer quand même. La grande a grandi, la deuxième est cool. Peut-être que c'est le moment, tu vois. Et voilà, le troisième est arrivé.
Donc, il est arrivé. Et puis bah, forcément, qui dit il arrive grossesse. Donc, bah, ça y est, tu peux plus faire grand-chose. Tu vois, tous les soins que j'avais mis en place, toutes les formations que j'avais emmagasinées, bah, je pouvais plus trop les faire. Donc, j'ai continué à faire mes accompagnements avec les personnes qui en avaient besoin, pareil, à titre gratuit. Et puis après est arrivé bah, le petit. Le petit est arrivé en septembre 2020. Et là, compliqué quand même, tu vois. Compliqué, je sens que je récupère pas de la même façon. Donc, voilà, les deux derniers sont nés à la maison. Voilà, je passe de 2 à 3. Et je sens que mon accouchement à la maison de la deuxième et du troisième ne sont pas pareils. Tu vois, la deuxième, le troisième jour, je suis là, pompée up dans la cuisine. Je passe l'aspirateur, je me sens en forme, etc. Tu vois, un peu comme cette envie aussi de prouver que bah, c'est pas parce que j'ai accouché à la maison que je vais me retrouver en convalescence. Je suis là, tu vois. Quand bien même, je savais que c'était pas la chose à faire. Parce que voilà, dans mes formations, j'avais fait l'accompagnement postnatal. Et puis, clairement, ce que tu dois faire quand tu as accouché, c'est certainement pas te lever pour passer l'aspirateur. Mais il y avait déjà cette volonté de prouver au monde entier que c'est bon, tu vois. On touche un peu cet inconscient quand même, à tort, mais de vouloir, ben oui, ok, j'ai accouché, mais non, je vais pas me poser un mois sans rien faire, alors que c'est ce dont tu aurais besoin. C'est ce dont tu aurais besoin, clairement. Ne serait-ce que pour créer le lien, pour laisser à ton corps le temps de se régénérer, etc. C'est clairement ce dont ton corps et ton cœur et ton âme ont besoin. Mais nous, bah voilà, on a ce fameux mantra qui dit je suis enceinte, je suis pas malade, c'est bon. Non, quand en fait, oui, ton corps a subi, c'est déchiré de l'intérieur. Donc, il a clairement besoin de se remettre. Et comme ça se voit pas de l'extérieur, et puis qu'en plus, bah, quand le bébé est né, bah, tout le monde est focus sur l'enfant. Donc du coup, bah toi, tu passes un petit peu, passes un peu sous les radars quand on se dit c'est bon. Finalement, elle va bien. Donc moi, bah forcément, elle va bien. Elle aille bien. Voilà. Elle en fait, donc elle va continuer à en faire. Exactement. Et alors que pour mon troisième, voilà, c'était pas du tout pareil. Je me suis sentie vraiment très fatiguée. J'ai beaucoup de mal à récupérer. Et c'était normal puisque en plus, c'est que moi, plus j'avançais dans les grossesses, et plus je pense que j'aurais pu faire un éléphant au quatrième, puisque ma petite est née à terme, mais la deuxième est née à J+2 et le dernier à J+8. Donc autant te dire que j'étais au bout de ma vie à la fin, et je montais à l'hôpital de Saint-Georges jusqu'à l'hôpital à pied, et je redescendais à pied pour me dire ça va venir. Quand bien même je savais que ce n'était pas le truc à faire. Il ne faut pas s'épuiser dans la semaine qui précède l'accouchement. Je le savais, mais tu vois, j'étais tellement à bout, il fallait que ça naisse, il fallait qu'il arrive. De provoquer un peu. Et j'aurais pas dû, parce que du coup, j'ai forcé sur mes ligaments, et bah forcément, quand le bébé est né, je me suis sentie vraiment flotter dans mon corps, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à récupérer, surtout qu'il est né en septembre, donc du coup, j'ai passé tout l'été enceinte avec les activités avec les filles, la plage, le machin, voilà, j'étais au taquet, comme on dit. Mais voilà, après, il est arrivé, voilà, et petit garçon après 2 filles, donc on était très très heureux. Et puis bah après, mois de décembre, c'est mon papa qui s'en va. Voilà, lui il décide pas, hein, puisque il s'est renversé par une voiture alors qu'il faisait une balade à vélo. Et bah là le gros choc, parce que du coup tu perds un papa très jeune, t'es en plein postpartum, donc déjà tu sais même plus où t'habites. T'es vraiment plus dans ton corps. Et en plus de ça, tu dois gérer ce qui est en train de t'arriver. T'es loin de ta famille, t'es loin de tout le monde, tu perds un être cher, et en plus tu le perds de cette façon si brutale. Et là, ben, qu'est-ce que je sais faire de mieux, moi? Ben, c'est me battre encore plus, en fait. Tu vois, je pense que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à accepter la vulnérabilité, tu vois. Et la maternité a renforcé ce sentiment qu'il faut, ben, quand t'es seule, en fait, t'es seule et que t'as pas de relais, ben, t'as pas le choix, en fait, que de te lever. Ton enfant, ben non, ton enfant, il a faim, il a soif, il a envie de ci, il a envie de ça, il veut faire une crise, peu importe ce qu'il est. Toi, t'es là pour l'accompagner. Donc, tes émotions, tu les mets un peu de côté. Et, alors, clairement, c'est pas du tout ce que je conseille de faire, hein. Pas du tout. C'est que moi, j'étais vraiment dans une situation où je n'avais absolument pas le choix. C'est-à-dire, c'était marche ou crève, quoi. Et j'ai eu ce mantra-là pendant très, très longtemps. Ce qui fait que, bah, au point culminant où j'aurais dû, en fait, dire stop et m'effondrer clairement et prendre le temps, en fait, de vivre ce deuil, je l'ai jamais vécu, en fait, pendant toutes ces années. J'ai eu, en plus, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la naissance de mon fils, la perte de mon père, mais le déclenchement de la maladie de mon fils, donc du coup sévère polyallergique.
qui ne mange rien du tout, qui est allergique respiratoire, alimentaire et même parfois émotionnelle. Donc qui se manifeste par des plaques suintantes partout sur tout le corps. Mon fils était clairement une croûte vivante au quotidien et nous on sait pas ce que c'est. On sait pas que c'est une polyallergie. Tu vois, tu fais le lien de cause à effet avec le papa qui est décédé. Tu te dis peut-être que c'est mes émotions, qu'il a machin, le choc, etc. Il y a beaucoup de remises en question. Voilà, exactement, beaucoup de culpabilité. Tu vois, on a fait tous les rendez-vous, les énergéticiens, les magnétiseurs, les machins, les trucs, et puis tout le monde me dit quelque chose que finalement je n'ai pas envie d'entendre. Vous êtes en épuisement maternel. Vous êtes tout ce qu'on ressent dans votre énergie là, c'est que vous êtes épuisé maternellement. Ben, moi j'occulte parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas le choix. J'ai une situation, faut que j'y fasse face. J'ai perdu mon père, ça c'est même pas quelque chose que j'appréhende sur le moment, tu vois. Je me dis même pas, tiens, il faudrait que je me pose un peu peut-être pour réfléchir à la situation. Non, ça, bon, c'est arrivé, ok, ça fait partie de la vie, hop, next, on passe à autre chose. Et là, le dossier le plus chaud sur la table, c'est mon fils qui lui est malade et qui réagit à absolument tout. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi exactement qu'il a? Donc, je te passe l'errance médicale de quelques mois, où vraiment, et encore, qui doit te paraître une éternité. Qui te paraît une éternité parce que tu as un enfant qui se réveille en hurlant tous les jours, clairement, tous les jours, tous les 4 matins, qui se gratte, tu vois, qui se gratte à toi, des fois, j'avais même du mal à le prendre en photo, tu vois, alors que quand j'y réfléchis maintenant, ça me fait énormément de peine, mais j'avais du mal à le prendre en photo, de le voir avec toutes ces croûtes sur le visage. J'avais même pas envie de le prendre en photo. Et c'est affreux d'y penser aujourd'hui parce que heureusement que j'en ai, mais il était tout sourire et parfois, tu vois, quand il avait des périodes d'accalmie, c'était un bébé normal, quoi. Mais quand tu le voyais de l'extérieur, mais qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant, quoi? Un grand brûlé 3e degré. Et pensée partout. Donc les alternatives naturelles, on en a utilisé aussi, mais on savait pas ce que c'était. On pensait simplement qu'il y avait un déséquilibre quelque part et qu'il fallait le combler. Sauf que Dieu merci, on a rencontré sur notre route pédiatre homéopathe allergologue qui a accepté de faire les tests d'allergie en avance, parce que je sais pas si tu le sais, mais beaucoup de médecins refusent de le faire puisque ça bouge énormément chez les enfants. Donc ils attendent un certain âge et des fois 3, 4, 5 ans. Donc du coup, on fait les tests et puis là, il revient allergique à tous les grands groupes d'aliments, à savoir le blé, les œufs, les produits laitiers, les fruits à coque, enfin la totale. Donc il lui reste, et en plus, on découvre qu'il a des intolérances aussi. Donc tout ce qui est en fait riche en histamine, c'est un peu comme si c'était une intolérance à l'histamine. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, t'as allaité tes 2 enfants avant, donc tu dis qu'il n'y a qu'une solution, c'est l'allaitement, mais tu es ouverte à d'autres propositions, tu vois. Sauf qu'on te dit la seule chose qui pourrait l'aider, c'est du lait de riz, puisqu'il est allergique au soja, aux protéines lactées, aux fameux brebis, aux fameux chèvres. Donc il te reste qu'une seule chose, c'est le riz. Et le riz, c'est un riz enrichi. Bon voilà quoi, c'est pas fou, quoi. Donc tu te dis bon cet enfant, si j'ai envie qu'il survive et qu'il grandisse, il va falloir que je l'allaite, tu vois. Donc, tout en faisant attention à toi, ton alimentation. Exactement, c'est les joies que je découvre juste après, c'est que l'éviction que lui il a, il faut que je me l'impose à moi aussi. Donc on se retrouve tous les deux à manger 4 aliments maximum. Tu vois, le concombre, la courgette, on les compte pour un, du riz, du blanc de poulet et de la compote. C'est tout en postpartum. Je peux te dire que ça a été hyper compliqué parce que pour mes 2, j'y suis allée vraiment à cœur joie. Mais pour le 3e, j'étais dans la privation la plus totale. Et là, t'es en deuil. Enfin, t'es en deuil occulté, hein, puisque tu le fais pas vraiment. T'as un enfant qui souffre de douleurs H24. Et t'as encore des filles en école à la maison. Donc, tu dois mener tout ça de front, tous les jours. Mais bon, j'y suis arrivée. J'ai combattu, j'y suis arrivée. Et c'est marrant parce que chaque fois que je parle de ça, j'utilise un champ lexical de guerrier. Tu sais. C'est parce que tu l'as ressenti. Je l'ai ressenti exactement de cette façon. En tout cas, pas sur le moment, parce que sur le moment, tu peux pas faire autrement, tu te poses même pas la question, j'imagine. Mais a posteriori, oui, tu te rends compte de ce que tu fais, quoi, de ce que tu as fait. Pour moi, c'était vraiment aller à la guerre, quoi. T'as pas le choix. De toute façon, tu peux pas baisser tes armes, faut que tu y ailles. T'as besoin d'y aller, donc je pense que c'est un mental aussi d'acier que j'ai qui fait que quand il faut aller quelque part, faut y aller, on recule pas, on avance, tu vois. C'est pas encore une fois la bonne solution, mais c'est le mental que j'ai développé. C'est ta façon d'être. Voilà, c'est ma façon d'être. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Non. Mais bon, tu vois, on en discute aussi beaucoup. On fait tous au mieux avec nos vies. Hein.
Ça, c'est une réalité. On fait tous au mieux avec voilà le passé et le présent. Ça fait qui on est de toute façon, mais c'est nos mécanismes d'action qui font qu'on se retrouve parfois face à des situations et qu'on y réagit de telle manière. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé et ce qui m'a aidé à tenir pour mon fils, puisque j'ai perdu une papardelle de 15 kilos à cette époque-là. Et j'étais descendue très, très bas. D'ailleurs, quand je revois les photos, je me dis, mais comment j'ai pu me laisser autant dépérir, mais je n'avais pas le choix encore une fois, c'est-à-dire que je le voyais pas. Moi, à ce moment-là, la seule chose que je voyais, c'est qu'il fallait que mon fils aille mieux. C'est tout. Est-ce que ça a porté ses fruits? Ça a porté ses fruits, bien évidemment, parce qu'il a plus d'asthme, enfin d'asthme de plaques sur le corps déjà, plus de réactions vraiment gravissimes. Et puis au fur et à mesure, ça s'est tassé, puisque moi j'ai arrêté de l'allaiter au bout de 2 ans. J'ai tenu les 2 premières années. Et puis quand j'ai arrêté, il a eu son alimentation normale, puisqu'on avait fait la DME, etc. aussi. Et puis il a recommencé à manger normalement, mais avec ses aliments à lui. Et puis ça allait très très bien. Ça allait très très bien. Donc oui, bah après l'arrêt de l'allaitement, c'était un peu difficile parce que moi je m'étais projetée, tu vois, pour un allaitement long au début. Tu vois, je me dis ça va être cool, c'est le petit dernier, etc. Bon après voilà, ça s'est passé de cette manière, c'est que ça devait se passer comme ça. Et puis ça t'a permis aussi de reprendre des forces. Exactement, après, qui était bienvenue parce que après, comme tu dis, t'as bien tenu, je pense, dans ces conditions-là. Ouais, c'était très difficile, mais comme je te dis, j'avais tellement la tête dans le guidon que je voyais pas forcément dans quoi j'étais. Et puis je menais tous mes projets de front à ce moment-là. Hein. J'étais à fond dans tout ce que je proposais, dans tout ce que je mettais en place. J'avais organisé une retraite féminine en Dordogne, j'oublie à chaque fois, au domaine de la Goderie, qui était vraiment sublime, mais qui m'a drainée de façon énergétique aussi et de façon incroyable. Mais voilà, j'y tenais tellement à cœur parce que ça me nourrissait aussi quelque part. Je pense les interactions sociales, quand elles sont réduites dans la période postnatale, c'est quand même quelque chose qui peut te tuer à petit feu, tu vois. Tu t'as pas l'impression d'avoir de moments pour toi, donc du coup tu crées des moments pour toi, mais avec tes enfants, ou tu les crées dans le domaine professionnel. Pour les autres. Voilà, pour les autres, clairement. Et même comme ça te nourrit, tu vois. C'est dire à quel point il te reste que des miettes, quoi. Donc je suis certaine que si j'avais ma famille proche de moi, ils auraient sonné l'alarme, parce que je sais qu'à chaque fois que je repartais en vacances auprès de ma famille, on me disait mais pourquoi tu t'infliges tout ça, pourquoi tu vas aussi loin. Et le fait qu'ils ne soient pas au quotidien avec toi, qu'ils soient pas au quotidien, exactement. C'est-à-dire que je le voyais comme oui, mais bon, ils voient pas au quotidien comment c'est, mais je pense que s'ils le voyaient au quotidien, voilà, et que si j'avais eu du relais, du moins, tu vois, je me serais dit mais meuf, t'es pas obligée de te faire autant t'es pas obligée d'aller aussi loin, quoi, tu vois. Donc la réalité, c'est pas que c'était moi qui allais loin, c'est que c'était la situation qui me l'imposait. Zéro relais, dit tout repose sur toi, donc dit forcément tu es obligé de dépasser tes capacités en réalité, des capacités normales. Enfin, je veux dire, aujourd'hui déposer son enfant chez mamie, ou ne serait-ce qu'avoir mamie qui prépare le repas de temps en temps, ou ta sœur, ou une amie, c'est hyper vital, et c'est une chance, mais c'est vital, tu vois, au quotidien. Et de pouvoir avoir ce genre de relais, oui, c'est d'avoir que ça. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des milliers de mères qui ne l'ont pas, qui n'ont pas une sœur, une amie, une mère, une belle-mère, quelqu'un qui va venir prendre soin de toi et te dire c'est ok, c'est safe si tu te reposes, c'est safe si tu prends soin de toi. Et voilà. Et puis après, moi, les choix que j'ai faits, je les ai faits sur un tenté, tu vois. Ben, voilà, pour ma grande, ça s'est fait, tout se passait bien. Malheureusement, en bout de fil, est arrivé le petit qui était malade, mais mes choix de base, je les aurais jamais fait de cette façon-là si d'emblée j'avais eu un enfant malade, tu vois. Bien sûr, je me serais jamais infligé ça, mais ça a été un concours de circonstances. Voilà. Donc voilà, et puis tu réussissais du coup à mener en même temps tes projets pro. Dans ces 2 années compliquées. Complètement, parce que c'était le moment de la création de mon site internet. J'avais aussi le projet de m'installer dans un local commercial en centre-ville de Périgueux. J'avais aussi créé mes e-books. Enfin bref, ça y est, j'étais lancée, quoi. J'avais toute ma papardelle de soins. Je voulais m'installer, et puis on avait une discussion avec son papa par rapport à ma disponibilité, en fait, puisque mon dernier, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a tout fait avant tout le monde, hein, clairement. Tu vois, autant ma grande, c'était la première, elle a fait tout après. Mais lui, dès ses 3 ans, il a dit je vais aller à l'école.
Bah forcément, tu sais, les derniers sont toujours plus éveillés. Je vais aller à l'école. Quand on sortait de l'école, il avait déjà ses copains quand on allait chercher ses sœurs. Donc, bon, on s'est dit, il a la volonté d'eux, donc on va l'accompagner. Sauf que c'est quand même compliqué on est arrivé déjà en fin d'année. Il faut faire attention. Comment ça se passe émotionnellement. Lui réagissait énormément. L'asthme, le machin, les pollens. Bref, fallait que je sois disponible vraiment à tout moment. Oui. C'est-à-dire qu'à tout moment, la maîtresse pouvait m'appeler, me dire, Aaron se sent pas bien, faut venir le chercher. Bon, ok. À tout moment, elle pouvait m'appeler, me dire, bah là, il se sent un petit peu fatigué, il va faire la sieste à la maison, etc., etc. Donc, il est clairement rentré une bonne fois pour toutes à l'école en 2024, pour l'année 2024-2025, où il est rentré en moyenne section. Et encore, j'allais le chercher à l'école l'après-midi, de temps en temps, jusqu'à la fin de l'année. Et puis en 2025, il a fait sa rentrée officielle de grande section. Et là, il y avait plus de sieste, donc du coup, il y avait plus de nécessité d'aller le récupérer. Donc là, je me suis dit bon, ça y est, c'est le moment quoi de lancer clairement ce que j'avais comme projet. Sauf que entre-temps, pensant que la situation de mon fils allait durer éternellement, j'avais toujours eu ce projet, d'ailleurs il était né en 2022, ce projet de solution digitale pour les familles, puisque c'est né clairement de mon expérience, 3 enfants en bas âge qu'il fallait occuper, H24, donc je passais... Dans des lieux qui permettaient leur accueil. Leur accueil, exactement. Donc j'ai passé les 8 dernières années de ma vie à éplucher les sites de tourisme, les sites de la ville, les sites des associations, les maisons des associations. J'allais récupérer les petits flyers pour savoir quel type d'activité il y avait, qu'elle soit culturelle ou éducative ou même récréative, tu vois, que ce soit même du sportif. J'essayais de trouver vraiment un maximum de choses pour les occuper. C'était la centralisation de toutes les choses à toi toute seule. Exactement. On peut le dire très honnêtement. J'avais toujours un bon plan sous la main, tu vois, un truc à faire. Des copines qui me disaient mais tu sais pas ce que je pourrais faire avec mon fils, il a tel âge, toi tu fais pas mal de choses, etc. Donc je leur donnais ces bons plans là, effectivement. Et puis un jour m'est venue l'idée, effectivement, je m'étais dit, je me rappelle, j'étais à Chrysalide et bon, j'en ai marre que mes copines me demandent. Voilà, c'est ça. Même pas, tu vois, j'ai une famille qui arrivait à Chrysalide et qui nous disait, ça fait 1 an qu'on est sur la région, on vous connaît pas, c'est hyper frustrant de savoir qu'on a raté une année. Et parallèlement, on rencontrait dans ce parcours associatif, de nombreuses familles qui arrivaient s'installer sur la région. Alors des Parisiens qui étaient devenus Bordelais qui deviennent Périgourdins, ou alors des Lyonnais, des gens du Nord, peu importe. Il y avait énormément de personnes qui faisaient ce transit, tu sais, post-Covid. On veut se mettre au vert, on veut découvrir, on veut vivre un peu différemment. Et ces gens arrivaient et ils cherchaient à créer du lien parce qu'ils étaient partis eux, mais ils avaient laissé leur famille derrière. Donc même problématique, tu vois, de comment on va faire pour recréer un peu ce contexte familial ici. Et effectivement, quand ils nous rencontraient, c'était mais mince, comment ça se fait qu'on ne sait pas que vous existez, nous on cherche des activités comme ça partout, faudrait communiquer plus, sachant que la communication on en faisait déjà, c'était vraiment hyper énergivore d'ailleurs et chronophage. Mais je m'étais dit mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de solution. Alors on avait tous Waze, machin, Plan, on avait tous des applications sur notre téléphone qui nous permettaient de trouver le restaurant, le machin truc, mais on n'avait pas de solution digitale qui nous permette de trouver des lieux où on peut aller avec ses enfants, mais facilement, quoi. C'est-à-dire, je sors mon téléphone, de la même manière que je cherche la boulangerie du coin, je trouve le lieu adapté aux enfants à côté. Donc, au début, c'était juste une utopie pour moi. Je me disais, non, mais ça doit être compliqué, etc., etc. Et puis, comme j'ai une pote dans la com, voilà, et dans le marketing, j'en avais discuté avec elle. J'avais dit, qu'est-ce que t'en penses, etc. Elle m'a dit, sur le fond, c'est une superbe idée. Puis, on a travaillé le projet, on a travaillé le modèle économique. C'était une petite esquisse. On s'est dit, on va voir. Donc, ça, c'était en 2022 parce que je pensais que mon fils allait mieux. Et puis après, il a fait plein de rechutes sur le chemin. Et puis, je lance le projet, je commence à faire une première maquette, mais ça me plaît pas parce que j'ai pas fait toute la partie marketing, tu vois, le vrai travail de fond. Donc, je me dis, tu vois, t'aurais dû bosser quand même la partie marketing, la solution, elle est cool, mais ça rend pas ouf, quoi, tu vois. Donc, je laisse ça de côté pendant un temps puisque mon fils me prend toute mon énergie, clairement. Les allers-retours, etc., j'arrive plus à gérer.
Donc, côté pro, je mets tout de côté parce que vraiment, je me concentre uniquement sur lui. Et puis ensuite arrive une jeune fille qui arrive en Dordogne, Alex. Elle est arrivée en juin 2024. Et elle avait une expérience dans la tech, une très belle expérience dans la tech. Et puis, je lui parle de mon projet, tu vois. Je dis, je l'ai mis en sommeil depuis quelques années, mais qu'est-ce que t'en penses, etc. Puis elle me dit, écoute, je trouve ça génial. Moi-même, je serais la première utilisatrice si ça existait, parce qu'on galère tous avec nos enfants, clairement. Donc, elle me dit, mais go, vas-y, etc. Donc, je lui propose de travailler sur le projet avec moi. Elle accepte. Du coup, je refais tout le travail de fond, de marketing et de consulting, etc., qu'il aurait fallu faire avant, mais j'avais juste pas le temps de le faire avant. Donc, je me lance dans cette aventure et puis je suis éprise vraiment de passion pour ce projet, tu vois. Je sens que c'est même moi la solution dont j'aurais besoin clairement. Tu vois, j'aurais voulu une application comme ça. Oui, c'est souvent comme ça. Les projets qui naissent, c'est souvent parce qu'on ne les a pas eus. Exactement, et qu'on en a besoin. Oui. Donc, je me lance là-dedans avec elle et puis elle m'accompagne sur un petit bout de chemin parce que elle a d'autres priorités dans la vie aussi. Et puis voilà, il faut qu'elle développe ses propres projets. Donc, elle m'accompagne sur un petit bout de chemin. On fait notre pré-lancement au mois de décembre 2024. Avec un super calendrier de l'Avent, je me souviens. Avec un super calendrier. C'est là que j'ai découvert. Ah, c'est vrai. Voilà. Super calendrier de l'Avent avec le jeu Disney à gagner, etc. On avait une belle com. D'ailleurs, la ville nous avait vraiment beaucoup aidé, ville de Périgueux, sur ce projet-là. Puis après, voilà, c'est comme les J+8 qui se transforment en A+1. Puisque moi, pareil, je fais un travail de fond sur le marketing, mais j'occulte un peu la partie technique, puisque la première fois, ça s'est très bien passé. Oui. Donc, je me dis, ça va bien se passer. Au niveau technique, ça s'est rodé. Sauf que mon développeur, il tient pas du tout la route. Et ma solution, elle me plaît pas. Elle me plaît vraiment pas. Et comme je suis perfectionniste sur les bords, tu vois, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, elle devait sortir en janvier 2025. Janvier, février, mars, avril, mai, ça tient toujours pas la route. Du coup, je décide d'abandonner et je repars avec une rencontre fortuite, mais qui est aujourd'hui vraiment le cœur de l'appli, Fabien, du coup, qui reprend le projet avec beaucoup de cœur, avec vraiment un côté humain extraordinaire, puisque ils sentent tu vois, comment dirais-je, ta passion, ouais. Ma passion, mais à côté de ça, le fait que je suis vraiment, ça y est, tu vois, je suis dépitée, quoi. Je suis dépitée, j'arrive au bout d'1 an et demi de ce projet, ça aboutit toujours pas, je suis vraiment au bout de ma vie. Et lui le sent et me dit, écoute, nous, on sent que tu as un projet extraordinaire, ça te tient à cœur, on sent que tu as la niaque, voilà, malheureusement, tu es tombée sur la mauvaise personne. Donc, on va te soutenir. Et puis, en plus, t'es de Périgueux. Et moi aussi, je suis de Périgueux. Donc, il m'a dit clairement mot pour mot, on se soutient entre Périgourdins. Je vais t'aider. Donc, du coup, il me refonde l'application totalement en me disant, on va surtout pas repartir sur ce que le mec, il a fait. On va vraiment recréer une nouvelle base. Et puis, il me chiffre ça. Et puis je dis go, quoi. Let's go. Parce que tout ça, c'est les budgets aussi. Tout ça, c'est des budgets, exactement. De repartir à zéro à nouveau et tout. Tout ça, c'est clairement des budgets parce que vraiment, tu vois, le budget que je m'étais laissé pour la partie développement de l'application et marketing, etc., il a fallu que je l'injecte dans le développement pur de la solution primaire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces fonds, ce sont des fonds que je ne peux plus utiliser pour le marketing, donc que je ne peux plus réinjecter dans la partie commerciale. Et tu sais très bien ce que c'est, c'est faire des partenariats, c'est organiser des animations, mais à tes propres frais. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux plus faire, mais j'ai toujours des cordes à mon arc. Ça, Dieu merci encore une fois. Je ne m'arrête pas. Voilà, j'arrive toujours à me battre. Le mode survie est toujours activé. Tu vois, j'arrive toujours à aller au bout des choses. Et tant mieux parce que tu vois, c'est marrant parce que que ce soit dans le pro ou dans le perso ou dans le côté familial, finalement, ces situations-là, même si elles déclenchent un mode survie chez toi, elles te font monter en compétence, tu vois. Tu t'arrives toujours à avoir un système D pour essayer de trouver une solution, tu vois. Clairement, dans ma tête, moi, j'avais les fonds, donc je me suis dit, ma solution, ça va être ça. Je vais mettre tant sur le budget marketing, tant sur le machin. Aujourd'hui, t'as plus rien, tu fais comment? La solution, elle est là, il faut y aller. Donc, à un moment donné, le chemin qui s'est imposé à moi, c'est, tu fais quoi? Est-ce que tu développes l'application avec ce qui te reste, ou est-ce que tu fais plus rien et tu t'endors sur tes lauriers? Voilà. Moi, je me connais très bien, j'aurais pas pu m'arrêter là. Donc, j'ai continué, j'y étais, puis je me suis dit, on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, j'avais les fonds pour
pour régler la totalité de l'appli. Le plus important, c'était ça, de payer mes prestataires, sachant qu'ils avaient fait d'ailleurs du très bon travail et qu'en plus, ils m'avaient accompagné de façon humaine. Donc, je me dis, ça, pour moi, c'était le plus important. Le reste, ça viendra. Et puis, au fur et à mesure du temps, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai créé une communauté au niveau local. Et ça, c'était très valorisant parce que j'avais du retour de la part des gens de la ville qui attendaient vraiment avec grande impatience cette application, qu'elle sorte et qu'on puisse découvrir finalement son utilisation. Oui, parce que tu t'étais fait ton petit réseau après avec toutes ces années, toutes tes petites rencontres. Chrysalide aussi, exactement. Tout à fait, ouais, pendant 8 années, je crois, j'étais présidente de Chrysalide et c'était super parce que du coup, tu rencontres plein de professionnels de la parentalité, tu es au plus proche des besoins des parents aussi et puis des tiens aussi, on échange, on se nourrit puisque l'application, pour moi, elle est née vraiment chez Chrysalide, tu vois. Donc, c'est là-bas que j'ai vraiment réalisé que mon besoin n'était pas que le mien, il était celui de plusieurs parents. Puis je me suis dit, tiens, go, créer une solution digitale. Donc, il y a certaines amies qui m'ont dit, elles m'ont fait rire parce qu'elles m'ont dit, t'es marrante, toi, tu vois un problème et puis boum, tu crées une application pour le régler, quoi. Aussi simple que ça. Tu t'es pas dit un site web ou alors un compte Instagram. Non, t'as créé une appli. J'ai dit, bah oui, parce que voilà, c'est comme ça que la situation, je l'avais visualisée et puis que je pensais que c'était un projet super. Voilà, je pensais que c'était vraiment un projet super, quand bien même je n'ai absolument rien à voir dans le monde de la tech. J'y ai atterri, je sais pas comment. Mais pour moi, je me suis dit, voilà, la solution, elle est là. On va pas se mettre de barrière en se disant, c'est comme les allergies, c'est comme l'allaitement, c'est comme l'accouchement à domicile. C'est pas parce que tu ne sais pas faire que ça veut dire que tu ne peux pas faire. Donc, tu essayes. Et puis, comme on dit dans la vie, il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Et ça m'a toujours nourri, moi, dans ma vie, de me dire, tu fais le premier pas et puis le reste, on verra. Je suis pas une pro du risque calculé, tu vois. Quand bien même il est toujours calculé, mais émotionnellement, je suis pas dans le risque calculé. Je me dis, tu lances et puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. J'ai pas de regret par rapport à ça. Donc voilà, maintenant elle est née au bout de quelques mois de retard quand même, parce que il y a toujours du retard, hein, c'est comme dans tout. Donc elle est née au mois de janvier et puis belle aventure puisque du coup ce que j'apprécie énormément, c'est de co-créer avec les partenaires que je rencontre, avec les lieux que je rencontre, surtout quand ils ont vraiment une âme kids friendly, mais ils n'ont pas le lieu kids friendly. Et là, tu te rends compte que finalement les familles, elles cherchent pas grand-chose. Elles ont pas besoin d'un trampoline, elles ont pas besoin, elles ont juste besoin d'un lieu où parents et enfants peuvent se sentir bien, et je souligne le mot parents, parce qu'aujourd'hui, on fait vraiment en sorte que les lieux soient adaptés aux enfants, mais ils doivent nécessairement l'être aussi aux parents. Mais c'est tout à fait pour que les parents s'y sentent bien. Si les enfants sont bien et occupés et dans un endroit où ils font pas des crises et ils pleurent pas parce qu'ils peuvent rien faire, ben forcément, les parents profitent du moment beaucoup mieux. Tout à fait. Et on a envie de rester et de consommer mieux aussi dans les lieux. Finalement. C'est ce que je dis au lieu. Voilà. C'est ce que je dis au lieu, tout à fait. C'est ce que je dis au lieu. Mais au-delà de ça, tu vois, quand je dis les parents s'y sentent bien, c'est-à-dire que, tu vois, on va se dire les choses clairement. Quand tu vas dans un parc à jeux, est-ce que tu t'y sens bien? Tu t'y sens pas forcément bien, quoi. Ça crie, le décibel, il est au max, tu vois. Donc, il en faut des lieux comme ça pour organiser des anniversaires. Enfin, tu parles de la fameuse après-midi chez Wakari. Les enfants, ils adorent. Tu sais que tu rentres chez toi, les enfants, ils vont être rincés. Mais toi, des acouphènes toute la nuit. Voilà. Mais toi, est-ce que tu as passé un bon moment? T'es juste contente parce que ton enfant, il a passé un bon moment, mais toi, t'as pas forcément passé un bon moment. Et moi, ce que j'aimerais, la dimension supplémentaire que j'aimerais apporter à Happy Parenting, c'est vraiment, pour le coup, c'est une application qui permet aux parents de trouver des lieux adaptés à leurs enfants, mais elle est avant tout pour les parents. Moi, cette application-là, je l'ai créée pour les parents, pour que eux puissent valoriser les moments qu'ils vont passer en famille et se dire, en vérité, je peux aller dans un lieu qui est tout à fait adapté à des adultes, mais qui est aussi adapté à des enfants, sans pour autant qu'il ne soit pas adapté à des adultes. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. C'est-à-dire aujourd'hui, je prends toujours l'exemple de chez Sandrine, chez Côté Vintage, parce que c'est l'une des premières qui m'a suivie dans cette aventure. Et je parlerai ensuite aussi de Maya Spa. Côté Vintage, quand tu arrives et que tu lui proposes la solution, elle me dit, ouais, c'est cool, etc. Mais moi, je suis pas trop kids-friendly, quand bien même les enfants, ça me va très bien. À partir du moment où, bien évidemment, ils respectent le lieu
Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Du trampoline sur les fauteuils. Voilà, exactement. Exactement, c'est exactement ça. Il y a du cadre quand même. Exactement. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. On essaye de scinder la population en ceux qui ont des enfants, ceux qui en ont pas. La réalité, c'est que c'est pas parce que tu sors avec un enfant dans un lieu qui n'est pas un lieu labellisé enfant que ton enfant ne peut pas apprendre à s'y tenir et à vivre en société comme il le ferait n'importe où, tu vois. Et toi, tu peux complètement passer un bon moment et lui, il peut avoir un moment de coloriage, il peut avoir quelques jeux, notamment chez Sandrine, c'est des jeux vintage, tu vois, donc ça reste toujours dans le thème. Et le parent, c'est presque nostalgique, tu vois, de voir son enfant jouer avec ses propres jouets, les jouets avec lesquels il a joué quand il était petit. Et en même temps, il mange quelque chose de bon. Il n'est pas, tu vois, pour pas citer les grandes enseignes qu'on connaît bien de junk food où ben voilà, tu vas lui refiler quelque chose que t'as pas vraiment envie de lui donner, qui va faire qu'il va s'exciter encore plus quand il va sortir de là, mais tu vas parce qu'il y a une structure de jeu. Moi, j'aimerais aussi dire aux parents que sortir en famille, ça peut se faire aussi différemment. Ça peut se faire dans un cadre apaisé, ça peut se faire avec des activités adultes taillées pour les enfants. Ça peut se faire dans un cadre tout à fait normal, avec quelques petits éléments qui vont venir égayer le quotidien des enfants. Mais en parallèle, ce qui est demandé aux familles, c'est de se dire, vous avez un lieu qui est adapté aux familles et pas un lieu kids-friendly, parce que c'est pas un mot que j'utilise forcément. Pour moi, adapté aux enfants et kids-friendly, c'est encore deux choses différentes. Tu vois, le kids-friendly, quand on l'entend, on se dit tout de suite, c'est un lieu où mon enfant va pouvoir jouer, il va partir dans tous les sens. Non. Pour moi, le lieu adapté aux familles, c'est un lieu où les familles ne sont pas jugées. C'est un lieu où elles ne sont pas mal accueillies. C'est un lieu, au contraire, où on leur fait sentir qu'elles sont chez elles, mais où elles respectent aussi le lieu qui les accueille. Donc, c'est aussi, dans un sens, transmettre à nos enfants les codes de la société de demain. Parce que si clairement, les codes de la société que nos enfants ont, c'est d'aller courir sur une structure H24, de manger de la junk food et de se dire c'est ça l'amusement, bon courage pour la génération d'après. Et des fois, je m'adresse aussi aux restaurateurs en ce sens-là, en leur disant, vous pratiquez les métiers de l'art de la table et vous avez aussi une responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Voilà, de l'éveil à la gastronomie, de l'éveil aux arts de la table et aussi de comment se tenir à table. Je veux dire, à partir du moment où on sait que les enfants agissent par neurones miroirs et qui se comportent en fonction du monde qui les entoure, faut pas leur demander de se tenir correctement dans un lieu s'ils passent 90% de leur temps dans un lieu où c'est open bar. Voilà. Donc moi, j'estime que la juste mesure dans le adapté aux parents, c'est ça. Et dans mon application aujourd'hui, c'est ce qu'on y retrouve. On y retrouve des lieux où on peut s'amuser et être dans des structures de jeu qui sont adaptées aux enfants. Et on y retrouve des lieux qui font des arrangements, qui mettent en place des solutions, quelles qu'elles soient, pour pouvoir faire en sorte que les familles s'y sentent bien. Sachant que le gage, quel qu'il en soit, et la charte, elle restera toujours l'accueil bienveillant des familles dans les lieux. Parce qu'on peut très bien aller dans un lieu kids-friendly et se faire traiter comme du poisson pourri. Ça existe. Voilà. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc le challenge est là. Le challenge pour l'application aujourd'hui, il est là. Il est de référencer des lieux, mais des lieux qui sont 100% bienveillants pour les familles avant tout. Donc, ça demande une sélection minutieuse. Oui, j'allais te dire, tu les contrôles. Je les contrôle. Alors, je dirais pas le mot contrôle. Alors, pour aujourd'hui, je suis encore dans ma ville, donc je les ai presque tous faits. Il y en a que je découvre encore, mais il y a certains lieux où je sais que j'ai été extrêmement bien accueillie avec mes enfants, d'autres où je l'ai pas été. Donc, du coup, c'est des lieux vers lesquels je ne vais pas parce que, bon, entre parents, on échange, on sait très bien aussi, ah, mais t'as été là-bas, ouais, c'est pas ouf, les gérants sont pas ouf. Donc, bon, ben, moi, je laisse tomber, je mets pas dans l'appli. Et aujourd'hui, oui, je suis sélective parce que faut savoir que le modèle économique de cette application, il repose sur les parents et sur les lieux qui veulent bien accueillir les familles en leur proposant des offres. Donc, moi, un lieu, si tu veux, il a rien à me vendre et j'ai rien à lui vendre. C'est-à-dire que quand je rencontre un partenaire ou un prestataire, je leur dis, voilà, aujourd'hui, vous avez la possibilité de spécifier votre service auprès d'une clientèle famille. Est-ce que c'est une clientèle que vous mettez à l'honneur dans votre établissement ou pas forcément? Et la réponse, elle va être claire, tu vois. Rien qu'avec cette première question, on sait déjà, tu vois. Donc, sans même leur parler de la solution et du fait que ce soit gratuit pour les partenaires, tu vois, avant même de leur dire que c'est gratuit, je leur dis simplement,
comment vous évaluez aujourd'hui la clientèle famille chez vous, quoi. T'en as, ah, mais c'est bon, de toute façon, ils consomment rien, ils sont, voilà, les gosses qui font du bruit, voilà. Et puis, t'en as d'autres qui disent, moi, j'adore les familles, mais je sais simplement pas comment les accueillir. Et c'est ça le cœur de mon métier, c'est ce que j'adore faire, c'est trouver des concepts d'animation attractifs, exactement, et co-créer pour leur dire, aujourd'hui, vous n'avez pas la façon d'accueillir les enfants, mais vous les aimez. Vous aimeriez que votre métier, tout ce que vous proposez aujourd'hui puisse être transmis aussi à la jeune génération qui risque simplement d'être vos futurs clients demain. Donc, est-ce que vous avez envie de continuer? Oui. Eh bien, allons-y, co-construisons ensemble. Et c'est ce qu'on a fait avec Mayaspa, du coup, qui est un institut de bien-être et qui clairement n'avait pas du tout vocation à accepter des enfants. Alors, accepter, c'est une chose et créer, ça en est une autre. Donc, si on y allait avec son enfant, il n'y avait pas de problème, mais ce n'était pas du tout une prestation qu'elles avaient envisagée comme étant un produit à part entière. Donc, lorsque mon application est sortie en janvier, je leur ai proposé de créer les fameux Kids Spa. Donc, les Kids Spa, on sait que c'est en vogue. Voilà. On sait que c'est en vogue un peu partout, mais ça ne l'a jamais été ici et ça a créé un très beau buzz, franchement, parce que les mamans se sont passé le mot. L'offre était très attractive et puis, elle était réservée aux utilisateurs de l'application quand l'abonnement était encore gratuit. Donc, ça a créé une belle émulation et puis de là, de fil en aiguille, ça a créé encore toute autre chose parce que les filles ont accueilli donc des jeunes de 7 ans, enfin des enfants de 7 ans, puis ensuite elles ont eu des adolescentes juste après de 10-11 ans, d'autres groupes, puis ensuite elles ont créé le mini Head Spa, puis ensuite elles ont créé le duo maman-enfant, parent-enfant, et puis ensuite elles ont créé les massages parent-enfant, et là elles sont en train de faire également les anniversaires pour les enfants. Et Dieu sait comment la région de la Dordogne est pauvre en lieux qui accueillent les anniversaires. Donc, il y en a quelques-uns, mais c'est toujours redondant et des fois, on a envie de faire autre chose. Et là, d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone juste avant, elle me disait, j'ai plein de demandes pour les anniversaires, du coup, comment ça se passe avec l'appli, etc. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de réserver ces avantages-là, aux familles, bien évidemment, dans leur ensemble, puisque mon application, elle permet de géolocaliser les lieux adaptés aux familles gratuitement. Dès qu'on se connecte sur l'application, on peut tout de suite avoir à proximité ce qui s'y trouve. Alors, bien évidemment, sur la Dordogne pour l'instant. Mais le level supplémentaire, c'est pour un abonnement donc l'abonnement est à 60 € à l'année, donc 59,99. Et ce qui fait un peu moins de 5 € par mois, on a des avantages de l'ordre de 5 € de réduction chez Mayaspa, par exemple, sur les Kids Spa. Sur les familles, voilà, exactement. Voilà, exactement. Les familles, elles payent 60 € par an ou 5,99 € par mois et elles bénéficient de réductions chez l'ensemble des partenaires qui sont présents sur l'application. Donc, chez Mayaspa, ça donne, par exemple, le mini Head Spa à 25 € au lieu de 30 €. Le duo maman-enfant qui est à 50 € au lieu de 70. Ça donne la place d'anniversaire offerte pour un Kids Spa. Donc, ça fait 15 € de réduction. Ce n'est pas négligeable. Donc, chez Mayaspa, on a ça. Puis, chez d'autres partenaires, on en a encore d'autres. Des entrées offertes, des réductions, etc. Il y a vraiment... c'est rentabilisé dès la première utilisation. Je repense à Sandrine qui, elle aussi, offre une gaufre chez Côté Vintage pour une gaufre achetée. J'ai mon partenaire Onam aussi qui fait un plat acheté, un plat offert avec 30% de réduction. Enfin bref, il y a une papardelle d'offres. Tu as aussi trouvé pas mal de personnes pour jouer le jeu. Exactement, aussi, exactement. Tout à fait. Pour eux, c'est... qu'ils soient accueillis, parce qu'il faut qu'ils soient gagnants aussi. Bien sûr, le but pour les partenaires, c'est une optimisation de la visibilité et une extension de leur équipe de communication finalement, puisque moi, je crée du contenu sur l'application. Quand même, qui est une solution digitale. Et puis à côté, j'en crée aussi sur mes réseaux sociaux, avec beaucoup d'interactions aussi. Et puis les événements, puisque aussi c'est quelque chose que j'adore faire, c'est co-créer des événements aussi, que ce soit sur le carnaval ou là chez Mayaspa ou ce qui arrive. Il y a encore plein de belles choses qui arrivent, notamment avec des institutions aussi. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est accueilli de cette façon-là et que les familles ont leur place et que effectivement, si on donne juste
quelques petits conseils aux structures accueillantes, on peut réaliser de belles choses. Et ça met à l'honneur des professionnels qui, eux, s'engagent pour la parentalité, d'autres professionnels qui s'engagent dans l'animation auprès des familles, et ça donne vraiment un très, très beau cocktail. À ce sujet, la semaine dernière, j'ai rencontré Sabrina, du coup, qui fait du brainboxing. Je sais pas si tu sais. Oui, je connais. Voilà, donc Sabrina, pareil, qui elle était spécifiée auprès des femmes, et dans la discussion, on a dégagé 3 belles idées de propositions auprès des familles, notamment des duos maman-enfant. On sait très bien comment la communication est parfois compliquée avec des enfants pré-ado, donc elle compte proposer ça de façon exclusive à l'application. Donc je la remercie à nouveau pour cette offre-là. Des réductions permanentes aussi, mais elle va aussi proposer des coachings maman entrepreneur où on a des fois du mal à concilier vie personnelle, vie professionnelle. Vie de maman, et de se dire voilà, de créer des petits parcours comme ça où on peut lâcher prise aussi au niveau de sa vie personnelle, parce que mon objectif à travers cette application là, c'est clairement de concilier vie pro, vie perso et vie familiale. Oui, et d'inclure les enfants dans ce qui nous fait plaisir aussi, finalement. Plutôt que de se ranger vers l'enfant. Exactement. En fait, l'enfant peut très bien s'adapter quand il est justement accueilli comme il se doit, dans les meilleures conditions, pour s'acclimater. Tu as résumé tout à fait. Tu as tout à fait résumé ma vibe. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que parent, enfin, on a envie aussi. On avait une vie sociale avant, on a envie de continuer à l'avoir, et puis tu peux pas passer toutes tes années de vie dans des lieux hyper bruyants, etc. Et comme je disais, au-delà du modèle qui peut être ennuyant pour nous, il y a aussi cette volonté de transmettre une inclusion au niveau de la société auprès des enfants. Voilà, on se comporte de cette façon-là. Oui, tout à fait, oui. Vous êtes bien accueillis, il y a de la bienveillance, il y a certainement pas de maltraitance. Vous avez en plus quelques outils qui vous sont mis à votre disposition pour pouvoir passer un bon moment. Papa et maman vont passer un bon moment, et les enfants vont aussi passer un bon moment. Voilà. Et c'est le principal. C'est plus, tu vois, c'est plus le côté ma satisfaction dépend de celle de mes enfants. Alors ça, c'est plus possible en fait. Tu vois, il y a la satisfaction des enfants, il y a celle des parents. Elles sont bien évidemment liées, mais elles sont intrinsèques, à l'un et à l'autre. Donc je peux passer un bon moment, mes enfants aussi, et ça demande pas grand-chose. Super. Voilà. Bon, alors l'application qui s'appelle Happy Parenting, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Pas encore. Là, voilà, ça devrait pas tarder quand même, parce que la com, tu fais ce mais qu'il y a c'est dur faire, quand même. C'est quand même dur. Forcément, c'est pas évident de se faire une petite place au milieu de tous les choses qu'on voit passer sur les réseaux. Tout à fait. On est un peu inondé de toutes les infos possibles et inimaginables. Parfois puis les solutions digitales, exactement. Et puis la solution digitale aussi, c'est pas forcément, voilà. Faut être convaincu de comment dirais-je, de la valeur ajoutée de l'application dans un quotidien, ce qui est déjà compliqué étant donné qu'on est tous sursollicités par l'information, et qu'on n'a pas envie d'avoir un truc de plus. Voilà, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais dire aux parents, c'est que vous avez entendu mon parcours à moi. Cette application, elle a été taillée sur mon parcours à moi, qui peut être clairement le vôtre, je vous le souhaite pas, pas à la même intensité, mais vraiment de se dire voilà, moi j'avais besoin d'une solution, je sors de chez moi, j'ai prévu les couches, j'ai prévu le goûter, j'ai prévu, mais j'ai pas envie de prévoir le gros tote bag avec 50 000 jeux à l'intérieur parce que je vais aller dans un endroit et puis j'ai pas y trouvé ce que je veux. Donc ou alors, je vais arriver me poser en terrasse quelque part et j'ai toute la terrasse qui va me regarder mal parce que du coup, j'ai rien à donner à mes gosses. Ils savent pas comment jouer, ils savent pas quoi faire, ils peuvent pas courir. Tu vois, je me dis, s'il y a un petit espace, là, je pense à La Rumeur aussi, juste à côté, le restaurant Boulazac, qui lui a préparé une malle de jeux dans son restaurant. C'est un lieu multi-activité. Il y a du comment on appelle ça? Du blind test, il y a du karaoké, il y a du lancer de hache, il y a plein d'activités. Mais à côté de ça, il a mis en place plein de petites choses pour que les enfants puissent passer un bon moment et laisser leurs parents aussi tranquilles de temps en temps, parce que c'est aussi ça, c'est avoir des moments, cohabiter, avoir des moments, dans un même espace, exactement. On peut tout à fait passer des enfants, des enfants, passer passer vos enfants. Non. Voilà, non, on peut tout à fait passer des moments avec ses enfants de qualité, mais on peut aussi avoir chacun des moments de qualité dans un même espace. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, je l'ai taillée de cette façon-là, de façon à ce qu'elle soit facile, fluide. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des retours en ce sens-là. Ils la trouvent très fluide, très agréable à utiliser.
Maintenant, voilà, comme toute application, il faut qu'elle vive. Donc, toutes les prochaines fonctionnalités qui vont arriver seront toutes gratuites. La seule chose qui restera payante dans l'application, ce sera finalement du gagnant-gagnant. Je paye une petite somme dérisoire par mois qui me permet de profiter d'un maximum d'avantages chez ces lieux participants. Donc, en plus de savoir qu'on y est bien accueilli, on a en plus des avantages qui nous sont proposés. Que ce soit des entrées au parc, que ce soit une entrée adulte achetée, une entrée enfant offerte, des réductions, voilà, des petits avantages aussi supplémentaires qui sont accordés aux familles. Et puis des petits événements et les événements spécifiques, exactement. Là, pour l'instant, ils étaient un peu ouverts à toute la communauté Happy Parenting. Dans les mois à venir, ce sera des événements qui seront exclusifs aux utilisateurs de l'application. Donc, on en a plein qui arrivent là, mais le plus probable qui devrait arriver au mois d'avril, c'est un événement de rachat avec Joli Mode, Joli Mom. Donc, pour les mamans qui ont envie de proposer leurs vêtements à la vente, ce sera chez Côté Vintage. Donc, l'idée, c'est de se faire un petit moment à la Brie Van de Camp, tu vois, Wisteria Lane. Je vois très bien. Voilà. D'arriver avec ses petites mignonneries, petits café latte avec les petites gaufres et puis on papote et en même temps, on peut vendre ses affaires et puis récupérer un peu de cash, quoi. C'est sympa. Donc, ça, ce sera le prochain. Et puis après, il y a le bel événement du pique-nique d'antan avec le parc Le Bourna. Voilà, on a un pique-nique champêtre d'antan, peut-être déguisé, on verra. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit moment famille comme on les aime, en pleine nature, dans ce parc merveilleux, avec pas mal d'attractions d'antan pour les enfants. Voilà, ça arrive aussi très bientôt. Bon, bah super. On va rester connectés pour savoir tout ça. Voilà, suivez-moi sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Et puis télécharger l'application pour lui donner de la force et puis aller consulter les offres. Les offres, elles sont très faciles à trouver. Elles sont en bas de chaque page de chaque partenaire. Donc quand on va s'il y en a pas encore, c'est qu'elles n'ont pas été ajoutées ou que le partenaire n'en propose pas. Par exemple, la piscine de Niversac ou alors le MAP, etc. Même si c'est en pourparler, elles y sont pas encore. Mais là où il y en a, elles sont utilisables. Faut regarder un peu régulièrement. Exactement, parce qu'elles sont ajoutées au fur et à mesure. Surtout que là, c'est un peu le lancement, le début. Forcément, il va y avoir plein de nouveautés au fur et à mesure. Exactement, j'en ai gardé au chaud. J'en ai gardé au chaud. Effectivement, il y en a vraiment plein qui arrivent et qui sont très très belles et elles vont être exponentielles de toute façon au fur et à mesure du temps. L'idée, c'est que voilà, encore une fois, les partenaires jouent le jeu, que les partenaires voient vraiment ça comme une belle action de communication auprès d'un public qui ne demande qu'à découvrir des espaces adaptés. Ça me fait penser à des petites séances photo organisées, tu vois, pour les familles. Voilà, tout à fait. En exclusivité, je vois bien l'idée. Tout à fait. Voilà, c'est tout à fait. Tu as compris la vibe. En même temps, ça fait 2 heures que je t'en parle. C'est exactement ça, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de créer le côté exclusif je suis utilisateur de l'application Happy Parenting. J'ai déjà des avantages. Et puis, je suis abonné Famille Plus, j'ai encore plus d'avantages. Comme hier sur le carnaval où on maquillait en priorité les familles Happy Parenting. Pas qu'elles aient à attendre sur VIP, c'est ça. Soyez VIP et y Happy Parenting, franchement. Ça existe pas, c'est un pass VIP pour les familles, quoi. Et on devrait être VIP partout, tu sais, comme à l'aéroport quand tu montes dans l'avion avant et tu débarques moi après tout le monde, mais tu montes avant tout le monde. Ça devrait être quand même la norme un peu partout, quoi. Et combien t'as d'utilisateurs à peu près là du coup? Alors là, j'en suis à 600 téléchargements depuis parce que je l'ai lancé. Alors elle est sortie le 11 janvier. Entre-temps, il a fallu que je rajoute des lieux, etc. Donc j'ai vraiment commencé à communiquer début février. J'ai eu pas mal de monde sur les animations justement des vacances de février puisque j'ai fait plein d'animations en partenariat avec notamment Fly Arena qui était une belle réussite puisqu'on a reçu plus de 200 personnes. Et là, 600 téléchargements. Donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente. Beaucoup de familles qui ont créé leur profil aussi. Et voilà, maintenant les abonnements, je les ai lancés il y a juste une semaine. Donc on va laisser tranquillement. J'ai pas communiqué encore beaucoup dessus. Et puis voilà, mais c'est que la naissance, tu sais. Tu vois, le postpartum dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça va faire que grandir. C'est le début d'une aventure. Voilà, la gestation a été longue. Et puis le postpartum, on dit qu'il dure 3 ans. Voilà, c'est ça. Comme le fameux bilan d'entreprise, il dure aussi 3 ans. Un 4e bébé pour toi, donc. C'est ça, tout à fait. Un beau bébé. Beau bébé. Eh ben, écoute, je te souhaite plein de belles choses avec ce dernier petit projet. Merci. Parce que je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. Ouais. Mais bon, voilà. On va au gré du vent. Oui, c'est ça. Merci, Anan. Je suis
bien contente d'avoir croisé ton chemin il y a déjà presque un an d'ailleurs. Ouais. Et écoute, au plaisir de continuer de se recroiser. Ouais, merci Mélanie. On se verra lors d'une séance photo. Exact. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.